Salut tout le monde, bienvenue à bord pour ce nouvel épisode de Port Manette. On est le 13 mars. Au programme cette semaine, Xbox s'affiche à la Game Developer Conference, Electronic Arts célèbre son jeu de l'année en virant des gens, Slay the Spire 2 fait un score indécent sur Steam, oh et Mario fête ses 40 ans. Comme co-capitaine de l'épisode, j'ai Alexis avec moi aujourd'hui. Salut, comment ça va Alexis? Salut Josian, ça va et toi? Ça va très bien, question habituelle. À quoi tu joues? À quoi tu joues plus? Surtout Alors, peut-être. Quoi je joue plus? J'ai fini Requiem, Resident Evil. Bravo. Et là j'ai commencé un nouveau jeu d'horreur, c'est le Fatal Frame 2 qui T'enchaînes, est là. sorti hier. Là. Mhm. Donc voilà, on passe de l'horreur américaine, on va dire, aux États-Unis avec maintenant de l'horreur japonaise. Tour du monde de l'horreur. C'est ça. Je suis encore dans la version américaine du coup, hein. Je suis encore dans Requiem moi. Au milieu je crois, je suis dans les 50% du jeu je pense. Et J'avance lentement, me juge pas. Chacun. On en a déjà parlé mais j'aime bien la phase dans laquelle je me trouve avec Léon. Ça devient un arcade, il y a du scoring. Et il n'y a plus du tout de tension comme il y avait quand on jouait avec Grace avant dans l'espèce d'hôpital. Donc ça me va mieux, je stresse moins le soir quand je joue. Attends, tu peux jouer dehors, tranquillement. Ça te va? T'as pas d'autres jeux à lâcher? Ça va? Non, je Ok. continue encore à Dragon Quest 7 un petit peu, Ah par-ci oui, par-là. ah oui. Allez, c'est parti, alors on continue, on lève l'ancre. On va commencer avec du coup des news qui ont débarqué suite à la GDC, la Game Developer Conference, qui a eu lieu la semaine dernière à San Francisco. Et comme c'était un petit peu annoncé, tu te souviens le petit récap, Asha Sharma qui débarque à la tête de Xbox, et puis quelques tweets, et puis rendez-vous à la GDC, on parlera de la console, de la LX. C'est chose faite, du coup, il y a eu des keynotes, des conférences. Et à l'issue de ça, donc, il y a Jason Ronald, le monsieur hardware Xbox, qui, donc, en plus des keynotes, a lâché un petit blog post sur leur blog officiel, le Xbox Wire, il s'appelle, pour, en gros, faire un récap de ce qu'il a annoncé, lui, là-bas, pour reconfirmer ce qu'ils avaient déjà commencé à communiquer via des tweets et des communications un peu hachées. Et donc, on peut lire dans ce blog post de ce cher monsieur Jason Ronald, il écrit « Project Helix est conçu pour faire tourner vos jeux Xbox console et PC, offrant des performances de premier plan et inaugurant la prochaine génération de jeux sur console. Il offre un bond d'un ordre de grandeur en termes de performance et de capacité ray tracing, intègre l'intelligence directement dans le pipeline graphique et le calcul, et apporte des gains significatifs en termes d'efficacité, d'échelle et d'ambition visuelle. Nous nous engageons à maintenir les jeux de 4 générations de Xbox jouables pendant encore de nombreuses années. Dans le cadre de notre 25e anniversaire cette année, nous déplorons de nouvelles façons de jouer à certains des jeux les plus emblématiques de notre passé. » Donc voilà, ça c'est Microsoft qui fait même plus semblant que le projet de la prochaine Xbox est une console normale. Voilà, elle sera conçue pour les jeux Xbox et PC. Donc c'est dit. Par-ci par-là, dans les autres annonces autour de ces keynotes, ça parle d'un mode Xbox qui sortira sur tous les PC Windows 11. Donc ce mode Xbox, c'est ce qui avant s'appelait le Full Screen Experience, tu sais, dans les roguelike. C'est façon Big Picture Steam Deck, tu vois, quand tu lances ton appareil et qu'il y a une interface facile à manipuler avec une manette. Bon, ben c'est ça, ce serait ça, le mode Xbox. Ils ont commencé à raconter aussi que les dev kits commenceraient à arriver chez les développeurs courant 2027, début d'année. Et donc voilà, donc c'est cette frontière console PC qui s'efface, et ils sont ouverts dans leur communication, ils racontent ça ouvertement. Ce qui me titille un peu dans ces annonces, c'est sa phrase sur les 25 ans de la Xbox, où il parle de jeux iconiques qui seront jouables d'une toute nouvelle façon, assez mystérieusement. Et donc je sais pas trop de quoi il parle, on verra bien. Mais au final, la vraie question que je me pose, moi, c'est est-ce que ça sert encore à quelque chose de vouloir acheter une console quand on te dit peut-être qu'avant tout c'est un PC. Donc est-ce qu'on en saura plus bientôt sur leur motivation réelle, sur leur définition réelle de ce que c'est que cet appareil? Je sais pas trop. Donc toi, si ce truc-là, cette console PC sort à plus de 1000 balles, t'es partant? Ou est-ce que tu te dis bah non, je vais plutôt me prendre un PC? Moi déjà, les roguelikes qui sont à 800 balles pour des machines portables, c'est un petit peu cher, je trouve. Alors pour des performances qui sont pas mal, hein. Mais bon, je pense quand même que pour les machines qui seront brandées Xbox, ça restera des
des PC qui auront ce mode justement Xbox uniquement. On sera sur des bécanes qui seront assez peut-être puissantes, mais ça va être un petit peu comme ce que faisait à l'époque Valve il y a un petit moment avec il y a très longtemps avec les Steam Machines et Steam Bécanes de l'époque. Les premières. Ouais, où ils se mettaient en partenariat avec des constructeurs et ils faisaient des consoles, des PC brandés Steam, enfin Valve. Et du coup, on avait des tarifs quand même qui étaient assez différents. Donc, pour le coup, je pense que le tarif va osciller. En fait, on va simplement avoir des expériences qui seront différentes et des jeux qui seront sûrement adaptés en fait au support sur lequel ils vont tourner. Après, pour le coup, c'est sûr que là, je pense qu'on est vraiment sur une bécane qui sera un PC, rien d'autre qu'un PC, mais qui sera vraiment brandé Xbox en fait. Ouais. Et avec ça va être la manière de Microsoft de pouvoir se dire, bah là, on a une bécane qui fait vraiment tout tourner comme un PC classique, quoi. Ouais. Tu penses qu'il parle de quel jeu dans sa phrase là Quand il dit les jeux Xbox, je pense qu'ils vont... Alors déjà, ils font tourner pas mal de jeux, je crois, sur leur Xbox. Enfin, ils font émuler les jeux Xbox aussi. Pour ce qui est le programme rétrocompatible, ouais. Tu vois, quand il dit qu'au courant d'année, on aura de toute nouvelle façon de rejouer à des jeux, des classiques Xbox. Qu'est-ce que c'est que cette toute nouvelle façon de jouer ? Ça veut dire quoi ? C'est peut-être la version portable ? Les roguelikes qui vont hériter du mode émulation ? Pour le coup, si on a déjà ce mode d'Xbox là, sur les roguelikes, on pourra, je pense, faire tourner tous ces vieux jeux Xbox sur les roguelikes. Enfin, on pourra les avoir avec les améliorations qu'ils ont eues. Et on pouvait rejouer, je crois, aux vieux jeux un petit peu optimisés, adaptés. C'est les Series X qui boostaient les jeux comme ça. Et alors après, il y avait l'émulation, je crois, qui se faisait sur certains jeux. Ou alors, il y avait aussi un peu comme fait la Steam Deck ou la Switch 2 aussi, où elle reprend en fait elle convertit les instructions directement. Je sais pas exactement comment ça marche. Ouais. Je crois que c'est plus émulation que de l'interprétation à la volée, mais... Alors peut-être pas forcément pour les... Si on monte un peu en gamme, on va dire, sur les jeux 360 ou Xbox One, il faudra peut-être taper peut-être un peu plus dans un truc un peu plus fin. Mais je pense que on aura peut-être tous ces jeux-là qui seront compatibles. Et puis bon, forcément, les gens qui ont acheté les jeux PC avec le programme... c'est comment déjà ? Xbox Everywhere ou... Le Play Everywhere ? Play Anywhere. Play Anywhere. Donc je pense qu'effectivement, les gens pourront rejouer à leurs jeux Xbox un peu partout. Ok. Et tu vois, par opposition à Xbox qui occupe là un peu les antennes avec les annonces suite à la GDC, chez Sony, ça reste un petit peu muet. Et donc ça, c'est remarqué par différents médias, notamment chez Gameblog, où il y a un article intitulé La PS6 serait toujours prévue pour fin 2027. Donc on peut y lire que chez Xbox, ça communique. Du côté de chez PlayStation, en revanche, le silence règne. Pourtant, Sony travaille activement sur la PS6. Donc ça, c'est selon l'insider réputé Kepler L2 sur NeoGAF. Donc Insider nous dit « La Xbox et la PS6 sont toujours prévues pour les fêtes de fin d'année 2027, malgré les rumeurs de report à 2028 voire 2029 liées à la crise du marché de la RAM. » Il ajoute que la PS6 portable, encore non annoncée, serait elle aussi toujours dans les tuyaux pour une sortie à la même période. Donc voilà, le contraste est amusant, avec Xbox qui communique beaucoup et Sony qui dit rien. Et donc dans cet article, je l'ai pas sorti la citation, mais ça finit sur une question ouverte qui est... donc 2027, ça fait tôt, je trouve, pour annoncer des remplaçantes aux consoles de génération actuelle. C'est limite nous avouer que c'était peut-être une console de transition, une génération de transition peut-être un peu inutile, avec une PS5 Pro qui, on dirait qu'elle n'est pas vraiment encore pleinement exploitée. Donc est-ce que ça te semble tôt à toi aussi d'entendre parler de prochaine console pour fin 2027 potentiellement ? Moi ça fait... Ça me choque. Ça choque un peu et puis j'ai l'impression de revivre la situation en pire en fait, que la même situation qu'il y avait il y a 10 ans à peu près, avec la PS4 Pro, où à l'époque on avait déjà des jeux qui tournaient encore sur PS4 et correctement, et surtout qui tournaient même très bien sur PS4 Pro, et quand la PS5 est arrivée, on se demandait mais pourquoi en fait la PS4 continue pas en fait de sa route en fait. C'est une machine qui en a encore sous le capot et elle est là et elle a pas encore montré tout ce qu'elle pouvait faire. Et là en fait, nous parler déjà d'une nouvelle bécane, j'ai vraiment l'impression que c'est trop tôt. Et puis je trouve que c'est encore pire parce que là,
on n'a pas que la machine pro en fait qu'on a encore sous le capot, je trouve. Mhm. Là, c'est vraiment en fait les deux, on a encore sous le bide. Enfin, là, il y a des jeux qui tournent, mais Ouais. J'ai l'impression qu'il y a encore tout à faire avec ces machines-là en fait. Ce qu'on peut en déduire, surtout là, c'est que côté Xbox, ils savent très bien que la Series X, elle est terminée. La génération Pro, elle est finie. Donc, commencer à parler de la prochaine, ça les dérange pas. Ouais. Et on voit que Sony, c'est pas pareil. Et ils veulent encore nous vendre des PS Pro, là, tu vois. Et oui, ils ont une bécane qui est vendue 800 balles et Voilà. qu'il faut vendre, quoi. Et des gens qui l'ont acheté surtout. Donc, il faut leur dire, vous ne l'avez pas acheté pour rien. Du coup, je pense qu'ils sont dans une situation pas fastoche où t'as Xbox qui commence à dire Cocorico, on va être les premiers à shipper une nouvelle génération. Regardez, ça va être génial, venez chez nous. Et Sony qui peut pas faire pareil, mais qui a envie sans doute de faire pareil, annoncer des nouveautés, alors que voilà, ils ont encore du matos à vendre. Donc à suivre, ça va être intéressant. Même si on n'est pas intéressé par les consoles, on est intéressé par les sujets de discussion qui en découlent. Les petits débats, quoi. Les petits débats. Et donc ce serait pas une semaine de news gaming, Alexis, normale, si on parlait pas de licenciements et de studios qui ferment. Eh bien, on va attaquer ça tout de suite. Rappelle-toi, Battlefield 6, meilleur jeu le plus vendu aux États-Unis en 2025, selon les différents instituts qui comptent tout ça. Donc, c'est-à-dire même devant les Call of Duty Black Ops et autres. Le jeu le plus vendu de 2025, touché par des licenciements. On peut lire ça sur Kotaku. Donc, ça répète ce que je viens de dire. Battlefield 6 a été le jeu premium le plus vendu aux US en 2025, devant ça même Call of Duty et blablabla. Ça n'a pas empêché Electronic Arts de licencier un nombre indéterminé de développeurs dans les 4 studios qui composent le Battlefield Studios, c'est-à-dire DICE, Criterion, Ripple Effect et Motive. Electronic Arts a qualifié ces coupes de réalignement de ses équipes. Les 4 studios resteraient ouverts et continueraient à soutenir les saisons live service de BF6. La citation dit « Battlefield reste l'une de nos plus grandes priorités », d'après Electronic Arts. Tout ça, c'est sur contexte de rachat d'Electronic Arts, tu sais, par les fonds saoudiens, / les Silver Lake, donc c'est affilié au gouvernement américain avec le Jared Kushner qui fait partie du clan Trump. Donc, on voit ça de loin, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que c'est lié à ces rachats? Est-ce que c'est pour faire descendre des lignes tu vois, mettre au vert certaines lignes dans les rapports comptables? Mais bon, c'est le genre d'histoire qui, à chaque fois, nous, on voit ça et on se dit, le marché du AAA, ça va mal, ça rime à rien. C'est le jeu le plus vendu 2025. Bravo, tu nous as fait de belles ventes, mais ciao, sors. On veut plus de toi. Et à l'époque, avant la sortie, il y avait des annonces où ils disaient ouvertement qu'ils attendaient 100 millions de joueurs, donc c'est un chiffre gigantesque, c'est impossible à atteindre. Ils ont fait quoi 30 millions. Ouais. 30 millions, ouais, d'après ce que j'ai écrit. Et ce mot de réalignement des équipes, c'est le mot, tu vois, c'est le terme corporate pour dire on coupe, pas besoin de donner plus d'explications, on réaligne. Ciao. Est-ce que toi aussi tu vois ça comme un signal pour que les développeurs arrêtent de rejoindre ces équipes-là et peut-être se concentrent sur des sujets, des projets plus modestes dans des équipes plus modestes? Le problème en plus, c'est que c'est même pas que le AAA va mal, parce que 30 millions de joueurs, c'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Mais je pense qu'on est sur c'est même pas des attentes démesurées, parce que j'ai l'impression que c'est un prétexte pour peut-être dégager des gens. Enfin, à un moment, c'est juste pour essayer d'avoir encore des lignes dans le vert, ou encore plus de bénéfices, ou encore plus de... Je sais même pas s'il faut essayer d'y voir quelque chose de cohérent là-dedans. Il y a sûrement effectivement le rachat par le consortium d'Arabie Saoudite qui est peut-être pas étranger. Mais pour le coup, je pense que il faut peut-être juste en tout cas en tant que joueur, peut-être qu'il faut essayer de s'éloigner peut-être de ce genre de production après ce qui se passe, enfin quand on voit ce qui se passe. Alors après, justement, tu vas voir, on va rebondir là-dessus. Ouais, après. Parce que pour le coup, si on s'éloigne de toutes les productions qui ont des casseroles au cul, à un moment, on joue plus à grand-chose. Mais peut-être se rapprocher quand même des productions les plus, j'allais dire, plus humaines. Eh ben, tu vois, on va y arriver dans pas longtemps. On fait juste encore un saut dans les mauvaises nouvelles avec NetEase, qui cesse de financer le Nagoshi Studio et qui, par la même occasion, réduit ses activités dans le jeu vidéo. Donc on peut lire ça sur Bloomberg. Donc NetEase, c'est un gros groupe qui, pareil, finance à droite à gauche, de manière internationale, les différents studios. Donc NetEase va cesser de financer le studio dirigé par le créateur de la franchise Yakuza,
Nagoshi, la dernière victime de la stratégie de retrait du géant chinois du développement du jeu vidéo. Donc les employés du Nagoshi Studio ont été informés de la décision vendredi dernier. Ça c'est pas très intéressant. Le studio a du financement que jusqu'à fin mai. Ce qu'on apprend, c'est que cette décision a fait suite à des discussions que NetEase avait avec le fameux studio Nagoshi, discussions dans lesquelles Nagoshi a annoncé qu'il lui fallait encore un peu plus de thunes pour finir son jeu. Quand je dis un peu plus de thunes, c'est 44 millions. Un petit peu. Et donc NetEase a dû dire non, ciao, on arrête le projet maintenant, ça suffit. Et les derniers communiqués là-dessus, c'est que le studio est libre de continuer de son côté, seulement s'ils ont les fonds pour racheter, en gros, les assets déjà développés. En gros, si NetEase est remboursé des investissements qu'ils ont déjà alignés, le studio pour continuer. C'est-à-dire que là, ils ont quelques mois, Nagoshi a quelques mois, pour trouver un nouveau portefeuille. Et c'est une histoire un peu triste, parce que voilà, lui, il quitte Sega, ce fameux Nagoshi, après avoir travaillé des années sur les jeux Yakuza. Les annonces autour de son départ, c'était j'ai envie de faire autre chose, j'ai plus envie trop d'être manager chez Sega, je veux faire d'autres jeux. Bon, le premier jeu qu'il fait chez NetEase, c'est une sorte de Yakuza avec d'autres acteurs. Donc il se retrouve dans cette situation, et du coup, on espère, moi j'espère, qu'il va trouver de nouveaux investisseurs. Et j'essaie d'imaginer qui ça pourrait être. Est-ce que c'est Sony, Xbox, un autre éditeur japonais? T'as une idée, toi, de qui c'est qui pourrait reprendre ce projet, ou est-ce que pour toi, il est dead caput, là? Je sais pas si c'est très japonais de faire un crowdfunding. Je sais pas. C'est peut-être pas l'ambiance. Je verrais bien, par contre, Xbox se mettre... essayer de gagner des points gratos, comme ça, ouais. Entre guillemets. Ouais, ils avaient déjà fait quelques projets japonais pour essayer de redorer leur image. Un projet qui est attendu comme ça, faire un petit coup pour se mettre dans la poche le public japonais. Ça serait ironique que ce soit Sega. Oui. Mais je pense pas. Pour le coup, là, je vois pas qui pourrait aligner comme ça les thunes. Surtout que c'est quand même c'est pas rien. Là, aujourd'hui, on n'est pas sûr du tout que le jeu pourra rentrer dans ses frais aussi, quand même. Ça reste un gros truc de niche aussi. Donc, à suivre, on verra bien. Donc on parlait de Sony, on se demandait s'ils allaient pouvoir racheter ce studio. Mais on va encore parler de Sony, avec une news de chez Polygon qui nous raconte que Sony expérimente des prix dynamiques sur le PlayStation Store. Donc il semble que Sony teste un système sur le PlayStation Store qui affichera des prix variables pour un même produit selon les utilisateurs. Le programme inclurait 139 jeux différents, fonctionnerait dans 68 régions différentes, et les écarts de prix se situent entre 5,3% et 17,9%. À noter que ça concerne que des baisses de prix, donc c'est que des promos variables, et que apparemment cette expérience n'a pas encore eu lieu aux US. Bon, c'est un peu dérangeant, je trouve quand même cette news. Même si techniquement, c'est pas de faire payer plus cher selon tes habitudes de consommation, c'est de faire payer moins cher, mais peut-être moins cher que quelqu'un d'autre. Et c'est ça où c'est un peu problématique, c'est le côté manque de transparence. On ne sait pas trop sur quoi ces critères se reposent. Habitude de consommation ou région, on n'en sait rien du tout. Et c'est pas forcément comparable à ce qu'on peut trouver chez Steam avec des prix par région différents, parce que là, c'est pour s'adapter à des marchés différents. Ou c'est pas forcément non plus comme ce que fait la Xbox avec les... comment ça s'appelait ça? C'était les Just For You. Je sais pas si tu as déjà vu ça sur tes différents appareils Xbox. Tu as des promos qui sont un peu que pour toi, tu as quelques mois de Discord offerts, des trucs comme ça. Là, c'est réellement une espèce de test en fonction de peut-être de tes habitudes de transaction. Et on va te faire payer plus cher si tu as un peu plus une pince et moins cher si tu es un bon consommateur. Et donc tout ça, ça évoque aussi, tu sais, il y a quelques semaines, on parlait de ces déclarations de Sony à ses investisseurs qui disaient on va continuer à essayer de monétiser notre base d'utilisateurs qu'on a déjà actuellement. Je pense que ça en fait partie. Comment extraire un peu plus de thunes de ces gens qui ont l'habitude de consommer chez nous déjà? Voilà un exemple. Donc, ça te ferait plaisir, toi, de devoir payer 15 balles de moins ou de plus que ton collègue pour un même produit? Alors, je sais pas si le problème, c'est de payer moins cher
alors voilà, mais de payer moins cher un titre qu'un autre, en fait. Que ton voisin. Oui, que ton voisin, oui. Par exemple, je sais pas, si tu as acheté le premier God of War, on va dire tu payes le second moins cher. Le problème, moi, là-dedans, que je vois, c'est plutôt le manque de transparence, en fait. Ouais. Pour le coup, c'est surtout ça qui fait que ça se rapproche. Je crois que tu en avais parlé un petit peu. C'était vraiment le fait de le comparer aux compagnies aériennes. Oui. Où tu sais pas sur quels critères ils se basent. Est-ce que le prix peut être modifié si jamais, par exemple, tu vas checker 3 ou 4 fois la même fiche du jeu, si tu l'as mis dans la wishlist depuis le début, si tu as réussi à avoir tous les trophées d'un des jeux et du coup ils vont te faire une promo sur le même jeu. Après, est-ce que ça peut être aussi pervers que genre par exemple on t'affiche une promo parce que tu es un nouveau client et quand tu te connectes à ton compte la promo n'est plus disponible. Bon là ça peut être plein de trucs qui sont comme ça aussi. Donc voilà, ce qui moi me pose problème en tout cas, c'est vraiment le manque de transparence. Je suis d'accord. Je sais pas pour toi, mais pareil. Voilà, payer moins cher en fonction de plein de critères différents ou plus ou moins cher du coup. Ça je comprends, mais ce qu'il faut c'est l'expliquer, c'est dire pourquoi ce jeu est moins cher ou pas. Surtout que ça peut être une bonne idée, ce que tu exposais en disant t'as fini un jeu, tu l'as goldé, t'as tous les achievements. Tu récompenses en fait lui. Récompense, c'est ça. Voilà, réel. Ouais, donc on va voir s'il y a d'autres news à ce sujet qui sortent, si le projet continue ou pas, mais c'est pas super. Hein, c'est pas super. Donc tout à l'heure, tu réclamais des news un peu plus positives sur d'autres jeux, quand on parlait de Battlefield qui perd des membres. Slay the Spire 2, donc un tout nouveau jeu en Early Access, écrase les records dès son lancement en Early Access. Donc on peut lire ça sur DL Compare. Donc Slay the Spire 2 est sorti en Early Access sur Steam le 5 mars. Dans les heures suivant le lancement, il atteint plus de 177 000 joueurs simultanés, dépassant déjà le pic historique de la première version. En fin de journée, le compteur était monté à plus de 340 000 joueurs simultanés, le propulsant en tête des meilleures ventes Steam mondiales, devant même Marathon qui sortait au même moment, et Resident Evil Requiem, qui est le jeu qui sort en fanfare, qui est sorti en fanfare il y a quelques semaines, la semaine dernière. Donc pour comparaison, Marathon, donc ce nouveau jeu aussi, a plafonné environ 86 000, 88 000 joueurs simultanés, soit presque 5 fois moins que ce Slay the Spire 2, pourtant développé par un tout petit studio indépendant. Donc 340 000 joueurs simultanés en Early Access, c'est un peu dingo, c'est un énorme chiffre. Le jeu, il est sorti en plus zéro fanfare. J'ai vu aucune campagne marketing à ce sujet. Zéro blog post, zéro communication dans les médias avant ça. Donc pour moi, il est sorti de nulle part. Et voilà, ça fait encore ça nous donne envie de regarder ce marché d'un drôle d'œil en se disant c'est un jeu indé sorti en Early Access, donc c'est même pas le jeu fini, qui écrase donc les perfs des jeux AAA, ces fameux AAA, en termes d'audience, donc le jour de son lancement. Et voilà, j'ai encore envie de parler du marché avec toi, mais bon, c'est un peu les mêmes conclusions que tout à l'heure, c'est bizarre, je sais pas ce que ça va dire. Mais il me fait penser un peu à Mugenics, qui est sorti il y a pas très longtemps, ouais. Le jeu du développeur de Binding of Isaac. Ouais. C'est un jeu, je pense, qui vise un marché aussi, j'allais dire de niche, mais pas à ce point-là, vu le nombre de joueurs. Mais aujourd'hui, je pense que pour Marathon, on se dit, de toute façon, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que le jeu va être maintenu ? Est-ce que le jeu va survivre dans le temps ? De toute façon, il y aura peut-être un autre jeu multi, un autre FPS qui sera proposé, et celui-là va fermer dès que les chiffres vont baisser un petit peu. Là, c'est une équipe indé, c'est une équipe qui fait un boulot et qui va rester dessus. Il y a eu déjà un très bon retour, enfin, un suivi sur le premier. Bon, là, pour le coup, je pense qu'il y a quand même une très bonne communauté aussi. C'est des jeux qui méritent, je pense, quand même qu'on y accorde de l'attention, en fait. Donc, pour le coup, je vois pas pourquoi le succès n'est pas non mérité, en fait. C'est un succès qui est totalement mérité. C'est volé, carrément. Ouais. Mais c'est par opposition à ces jeux qui sortent avec des campagnes marketing géantes et qui n'arrivent pas du tout à faire la moitié de ce que ces petits jeux font. C'est surtout ça qui est impressionnant, en fait. C'est que le jeu n'a eu aucune pub. Enfin, Ouais, là, c'est vraiment en fait, c'est la base utilisateur, la base joueur du 1, fidèle, qui a migré directement sur le 2, qui était là au rendez-vous. Alors, je sais pas si ça s'est passé avec des banners dans le jeu qui disaient coucou, il y a le 2 qui arrive bientôt. Mais
Alors, là, apparemment, tout le monde était là pour accueillir la sortie du 2. Donc, c'est une belle histoire, je trouve. Donc, tu parlais aussi de jeux qui survivent. Mario survit pas mal. Et Mario a fêté ses 40 ans cette semaine. Donc, en fait, c'est l'année de ses 40 ans surtout. Et il y avait le Mario Day, donc le 10 mars. Donc, tu sais, visuellement, si tu mets écrit Mar 10, ça fait Mario. Je sais pas si tu avais compris l'astuce. Malin. Et donc, à l'occasion de l'anniversaire de Mario, Nintendo a fait des petites annonces, a sorti des petits trucs intéressants. Donc, on va faire un petit topo sur tout ce qui s'est passé. A commencé par le jour le 10, donc Nintendo a célébré son anniversaire en sortant le trailer final pour Super Mario Galaxy, le film, dans lequel on voit de nouveaux persos qui sont révélés. Ça a l'air sympa. Ils ont également révélé la sortie de 3 petits jeux sur le Switch Online, si tu as l'abonnement payant plus. Donc il y a le Mario vs Donkey Kong sur GBA et 2 jeux Virtual Boy qui n'étaient pas encore sortis chez nous, techniquement en Europe. C'est Mario Clash et Mario Tennis. Donc 2 Mario Tennis cette année, c'est marrant, avec la sortie du précédent. Des promos, des goodies par-ci par-là, qui sortiront pas dans nos contrées parce que c'est avec des marques américaines, genre Lunchable, c'est du snacking où tu peux gagner des Switch et autres goodies. Donc c'est Nintendo qui continue à essayer de faire du 10 mars une vraie fête, le vrai Mario Day, avec des campagnes marketing qui s'étalent dans différentes strates. Et qui cette année, du coup, le fait un peu plus fort que d'habitude avec la sortie du film. Et donc c'est cool, c'est sympa. Est-ce que ça t'a donné envie, toi, de replonger dans des vues Mario ? Ou est-ce que t'as zappé complètement la date ? Après la date, on y pense toujours parce qu'il y a toujours quelques petits trucs comme ça. Toujours des petits trucs sympas à piocher. Ouais. Il y a... Et puis bon, Mario, après, il y a toujours des jeux qui sortent. Là, le truc qui était intéressant, c'était de pouvoir rejouer justement le Mario versus Donkey Kong qui était pas encore dispo sur l'appli GBA. Sachant que le jeu était déjà ressorti sur Switch dans une version remasterisée. Ouais. Donc bon, pour le coup, maintenant, pas besoin de repasser à la caisse. On peut l'avoir un peu plus flou, un peu plus pixelisé, mais au moins dans l'abonnement. Mais il y a aussi eu un trailer pour le Yoshi qui sort bientôt. Là, donc, il y a quelques petits trucs comme ça qui ont été faits. Yoshi et le livre mystérieux. Ouais. Puis bon, là, il y a pas mal de petits trucs tout qu'ils ont fait, donc c'est pas trop mal. Après, je pense qu'effectivement, le gros morceau, c'est le film qui va sortir. T'as prévu d'aller le voir ? J'avais bien aimé le premier. Je pense que je vais y aller aussi. Avec la petite, enfin avec la grande. Donc, non, je pense que je vais y aller. Je pense que tu vas y aller aussi. Ouais, j'irai. Je verrai. Moment, je peux trouver du temps pour y aller, mais ouais, je compte y aller. Et donc voilà, ça c'était le dernier topic news de la semaine. On va pouvoir enchaîner avec les avis et critiques sur certains jeux qui sont sortis cette semaine. Et donc on en a pioché 2 là. On a Fatal Frame 2 Crimson Butterfly Remake qui, hier quand j'ai relevé les compteurs, il avait un 76 sur 100 sur le Open Critic avec 64 reviews. Et le consensus général, c'est que c'est un remake qui divise un petit peu. Un peu comme si on s'y attendait, on avait déjà parlé. Les gens apprécient... les reviewers et le public apprécient l'ambiance, la photographie, qui est une espèce de mécanique de combat qu'on n'a pas vu dans d'autres jeux. C'est assez original. Et cette horreur façon Japon, dont ils ont le secret. Tout ça plaît. Et là où ça divise, c'est les petits changements de design qui apparemment affaiblissent le design original. Et apparemment, c'est un peu moins facile à appréhender niveau gameplay, maintenant. Mais bon, c'est un 76 sur 100, c'est un bon score. C'est pas non plus un gros dunk de la part de... C'est qui derrière ça déjà ? C'est Tecmo Koei, non ? C'est ça ? Ouais. C'est Team Ninja d'ailleurs C'est la Team Ninja qui a repris le développement de celui-là, ouais. Donc c'est pas un banger, mais c'est quand même un bon score, je trouve. Il y a quand même des trucs qui font un peu de tâche sur les consoles, surtout les PS5 Pro, ou des trucs comme ça. Tu comptes y jouer, tu l'as lancé là, sur Switch. J'y ai poncé la version, déjà à l'époque, la version PS2, j'avais joué sur Wii aussi, parce qu'il avait déjà été refait sur Wii. Parce que c'est un remake d'un remake. C'est un remake d'un remake, ouais. Et j'avais joué sur Wii aussi. Et là, du coup, c'est la version Switch 2.
Mais bon, sur Switch 2, c'est 30 FPS, ça faut pas se voilà. Mais c'est 30 FPS partout, hein, même sur. Enfin, sauf sur PC, mais c'est 30 FPS partout. Donc bon, ça fait un peu bizarre. Mais après, c'est vrai que c'est un jeu qui est très lent. Quand on sort de Resident Evil, faut le savoir. C'est la licence qui est comme ça. T'aurais préféré qu'ils abordent le projet façon Resident Evil Remake ? Pas une réinvention, tu vois, mais vraiment on reprend les concepts et on les remodernise et on en refait une production plus moderne. Non, après, là, ce que j'aimerais bien pour le coup, en fait, ce serait d'avoir le même traitement. En fait, j'aimerais bien qu'il y ait le même traitement, en fait, qui soit fait maintenant sur le 1 et le 3, qui étaient, je sais pas si tu te rappelles, mais les 3 premiers Project Zero, c'était des jeux qui étaient un peu avec des caméras fixes, comme les premiers Resident Evil. Ils sont tous sortis chez nous, ceux-là ? Non. Non, pas tout. D'ailleurs, non, par exemple, maintenant, peut-être que si, maintenant, parce que du coup, le 4 était bloqué sur Wii au Japon, là, il est sorti partout. C'est ça. Et je crois que les autres, maintenant, le sont. Mais c'est pas trouvable facilement. Le 5, c'était de la Wii U. C'est de la Wii U et il a été ressorti partout. Le 2, maintenant, il est sur Wii, mais on peut le trouver aussi partout maintenant. Le 2, j'ai du PS2 en 2003. Ouais. Et un remake, oui, 2012. Ouais. Et là, maintenant, le 2 est dispo partout. Et le 1 et le 2 et le 3 sont sortis sur PS2. Mais du coup, ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir les 3 premiers épisodes de refaits, mais dans leur forme originale, avec la caméra fixe. Tu demandes des remakes, là. En fait, j'aimerais bien avoir des... En fait, ce qui me fait un peu peur, voilà, j'aimerais bien avoir des remasters des vieux jeux dans leur forme de base. Peut-être aussi des remasters des 1 et du 3. Après, il va falloir te calmer quand même, parce que vous n'êtes pas si nombreux que ça à jouer à ce jeu. Mais ce qui me fait peur, ça serait d'avoir un 6 vu la gueule du 5. Parce que le 5, ça me fait un peu peur, parce que c'est quand même la Team Ninja. Enfin, il y avait quand même que... Non, c'est pas la Team Ninja, mais c'est Koei Tecmo. Non, mais sur le 5. Je crois pas que la Team Ninja ait bossé sur le 5. Alors, attends, j'ouvre ma petite boîte avec les infos. Mais c'était Koei Tecmo qui était dessus, ça c'est sûr. Je sais pas qui c'est qui l'a fait. C'était co-développé avec Nintendo. Oui, pour le 5, ouais. Mais parce qu'ils avaient filé un peu de temps et tout. Mais Koei Tecmo avait bossé dessus, et les fantômes qui avaient des formes très suggestives, ça, ils pouvaient s'en passer. C'est à partir de celui-là que c'est devenu vraiment un peu pervy, ouais. Voilà. Donc pour le coup, ça me ferait un peu peur s'il y avait un 6. Ok. Voilà, ça c'est le petit chapitre Fatal Frame. On enchaîne avec l'autre jeu sorti cette semaine qui a également un bon score. Monster Hunter Stories 3, Twisted Reflection. Encore un nom à rallonge. Ouais, 85 sur 100 sur OpenCritic, 75 reviews. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer de toutes ces reviews ? Le consensus, c'est que... en gros, c'est un jeu, apparemment, qui... Il n'y a plus besoin de dire que c'est un spin-off. Il acquiert sa propre identité. C'est un jeu à part entière. Et apparemment, c'est le meilleur de cette trilogie des Monster Hunter Wilds. Stories. Voilà. Et il y aurait un bémol, c'est l'histoire qui serait un peu naze par rapport à un gameplay riche. Apparemment, l'histoire ne suit pas. Donc, c'est apparemment les seuls points négatifs qu'on peut tirer de toutes ces reviews. Je sais plus si tu comptais te lancer aussi dans ce RPG. Est-ce que ça fait partie des RPG que tu suis ? Est-ce que tu t'en fiches un peu ? Est-ce que même si c'est bien noté, tu es prêt à les laisser passer ? Non, j'avais joué au... Quelle est la situation avec les amiibo ? Alors oui, dans les amiibo, non. Oui, dans les amiibo, j'ai été reçu ce matin quand même. D'accord. On passe pas à côté d'amiibo quand même. Mais les stories, j'avais joué aux 2 premiers. Le premier, il était sorti sur 3DS et le 2 sur Switch. Et puis le 2 sur après. Switch et PC. Ouais, mais il est sorti partout d'ailleurs, je crois, le 2 après. Je n'ai pas l'impression. Non. Mais de toute façon, après, maintenant, même le premier, il est ressorti, je crois, dans tous les cas. Mais non, c'est des. Alors le premier a quand même vieilli, mais après effectivement c'est des. Ouais, en tout cas, surtout le premier, c'est un light, on va dire light RPG quoi. Mais non, c'est des bons spin-offs qui s'inspirent bien de l'univers. Je l'ai pas encore pris parce que le temps me manque, mais je pense que. Je sais pas, il faut finir les jeux que tu as commencé avant d'en finir. Voilà, il faut que je termine Dragon Quest avant, donc je vais peut-être commencer à me lancer dans ce jeu dans quelques mois. Parce que moi, je commence des jeux sans en finir, non. Voilà. Non. Donc non, je me lancerai dans ce jeu quand j'aurai un peu plus de temps. Donc je pense que j'attendrai les premières promos ou voilà. Oui, très bonne Toi, idée. tu veux te lancer dedans ou pas ? Non, je suis très peu RPG.
parce que je suis conscient du temps qu'ils prennent et du temps que j'ai pas. Et puis visuellement, je suis pas forcément attiré. J'ai l'impression que même si c'est vraiment plus le cas, les premiers ils étaient un peu plus enfantins, je pense. Ouais. Le 3, c'est juste visuellement, ça fait encore animé enfant, mais je pense que l'histoire c'est plus ça. Voilà, donc visuellement ça me chafouine pas trop, ça m'intéresse pas trop. Donc bon, je skipperai. Donc voilà pour ces 2 jeux. Dernière étape là dans notre petit podcast, c'est de parler des sorties de la semaine prochaine, la semaine 12, du 16 au 22, si tu suis bien Alexis. Plus ou moins. Et dans la pile de jeux qui sortent, il y en a un qui est plus attendu que les autres. Il s'agit de Crimson Desert par Pearl Abyss, un studio coréen. Donc c'est un jeu qui va sortir partout, sauf sur Switch, le 19 mars. Et pourquoi tout le monde l'attend ? Parce que c'est apparemment un projet ambitieux, une espèce d'action RPG très action. Apparemment les combats sont fun. Ça ressemble à du Dragon Dogma dans les bagarres. Monde ouvert impressionnant, des tas de systèmes qui s'empilent pour faire du gameplay émergent, comme les gens aiment bien dire. Et puis pour couronner le tout, des petites polémiques concernant les performances du jeu, si ça tourne bien sur console ou pas, parce qu'on ne sait pas trop. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on ne savait pas trop à quoi ça ressemblait sur console. Depuis hier ou avant-hier, il y a Digital Foundry qui a eu l'accès à la version PS5 Pro, et on a pu voir que le jeu en fait tournait vachement bien. Donc ça a bien dégonflé cet abcès. On ne sait pas encore comment ça tourne sur les versions de base des consoles, mais bon, on s'attend à ce qu'il y ait quand même des perfs minimales acceptables. Et les développeurs du jeu ont sorti aussi un petit tableau récapitulatif des performances qui étaient potentiellement attendues sur les consoles. Donc avec vous aurez du 30 FPS sur PS5 à base de 1080p, blablabla. Donc bon. Donc le jeu a l'air intéressant. C'est le genre de jeu qui me plaît. Ça me rappelle Dragon Dogma avec encore plus de bagarres et encore plus de systèmes. Donc je verrai si je m'y lance après Resident Evil ou pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de celui-ci ? C'est vrai que lui, je l'ai vu que récemment. En fait, j'ai suivi le truc récemment, justement, et ça a l'air intriguant. Le jeu a eu un destin bizarre. Au début, ça devait être une suite de leur premier jeu, un MMO. Et après, ça a été annulé 2-3 fois, remanié en ce que c'est aujourd'hui. Donc dès le départ, ça intriguait un petit peu, le destin de ce jeu-là. Et le monde a l'air immense. Enfin, de ce qu'on voit, les panoramas ont l'air assez ouf aussi. Donc voilà, va falloir voir si l'univers après suit. Mais franchement, ouais, c'est vraiment à suivre. Je pense que peut-être qu'on tient un truc. Waouh, une pépite. Peut-être. Ouais. Tu vois d'autres jeux, toi, dans la liste qui t'interpellent, là ? Moi, je voyais 2 petits trucs. Mais quoi donc ? On fait beaucoup de bruit pour le Death Stranding 2. Mais maintenant, il arrive sur PC. Sur PC, ouais. Et peut-être du coup sur Xbox, on doit dire, ou pas encore ? C'est pas écrit. Non, c'est pas encore écrit. Donc que PC. Et du coup, l'autre jeu que je voyais, moi, c'était le Starship Trooper Ultimate Bug War, qui a été développé par les mecs qui ont fait les Warhammer 40 000 Ball Gun. Les mecs, il y a peut-être des nanas aussi qui ont travaillé là-dessus. Les gens. Les messieurs, dames, pardon. Voilà. Les développeurs. Les développeurs. Ouais. Le studio derrière. Qui était Ball Gun, je trouve, un Warhammer de gros bourrin, en fait, simplement. Donc, qui était très très rigolo, un bon gros défouloir dans l'univers de Warhammer. Et du coup, je me dis, pourquoi pas si c'est aussi fun. Le jeu Snoopy qui sort là, il t'intéresse pas ? Alors, le jeu Snoopy, je me dis, pourquoi pas. Un petit jeu d'enquête, mais je pense que ça risque d'être un peu trop compliqué pour moi. Voilà. Il y avait aussi le jeu Hatsune Miku. Hatsune Miku. Logic Paint S. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Et il y a un jeu Postal aussi. Alors aujourd'hui, les jeux Postal, c'est pas... Ouais. Tu l'as vu où, celui-ci ? Eh oui, il y a un jeu Postal, Brain Damaged. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Je savais pas que la licence était encore vivante. Ouais, mais j'ai un peu peur que ce soit aujourd'hui plus des mauvais jeux que des bons jeux. Ouais. Et bon, ben voilà, on a fait le tour. Qu'est-ce que t'en dis, Alexis ? Satisfait ? Je crois que c'est bon. Allez, alors tu sais ce qu'il nous reste à faire. Petite musique d'outro, on se met bien. Et puis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Alexis, toujours un plaisir de discuter news avec toi. Et merci à toi. Et merci à vous de nous avoir écoutés, d'avoir navigué avec nous jusqu'au bout. Et si l'épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. C'est le meilleur moyen de faire grandir le podcast.
Et à très vite. Bye bye. Salut.